J'ai le plaisir d'accueillir Faustine Cantalou pour cette présentation consacrée au dérèglement climatique. Évidemment, le dérèglement climatique nous touche tous d'une manière ou d'une autre, et évidemment, aux rencontres du ciel et de l'espace, nous avons voulu nous poser la question avec Faustine, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, de l'impact de ce dérèglement climatique sur les observations astronomiques. Alors on verra sans doute qu'il y en a évidemment des impacts sur les observations des grands observatoires, peut-être aussi des impacts qui toucheront l'astronome amateur. Je ne sais pas, je ne sais pas exactement ce qui va être dit dans cette conférence, je suis très curieux de la suivre. Faustine Cantalou est astrophysicienne au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Elle est spécialisée dans l'instrumentation qui concerne la haute résolution angulaire, c'est-à-dire les grands télescopes. Elle travaille notamment sur l'ELT, vous savez, cet immense télescope de près de 40 mètres qui va être construit au Chili. Il y a des instruments très, très pointus qui permettront de faire des images extraordinaires. Voilà, c'est exactement le genre de travail sur lequel travaille Faustine. Mais aujourd'hui, c'est plus particulièrement du dérèglement climatique et de l'impact sur les observations dont elle va nous parler. Donc, une petite présentation de 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis nous verrons ensuite s'il y a un peu de temps pour les questions. Voilà, Faustine, c'est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que... Donc déjà, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être ici pour vous présenter ce sujet qui me tient à cœur. Je sais que c'est un petit peu bizarre comme sujet dans une conférence d'astronomie, mais vous allez voir, il y a une logique à tout. Et donc justement, je voulais commencer cette présentation par vous introduire un petit peu ce que je fais, mon travail de tous les jours, et pourquoi en fait j'en suis venue à travailler sur ce sujet spécifique dans ma recherche. Juste pour info, l'image de fond, là, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, mais c'est la première photographie, en tout cas officiellement, qu'on ait de la Terre vue de l'espace. Et donc, elle a été prise par le missile qui répond au nom de V213 à une altitude d'à peu près 100 km, et ça a été pris en 1946. Il faut vraiment s'imaginer que la vision qu'on a de la Terre, en fait, elle est très très récente, et il y avait beaucoup de choses qu'on connaissait déjà sur l'univers et qu'on ne connaissait pas sur notre Terre, en fait. Alors, donc, comme l'a très bien dit David tout à l'heure, merci pour l'introduction. Donc, je travaille sur l'imagerie à haute résolution angulaire, donc on veut voir des tout petits détails avec des très gros télescopes, mais en particulier ce qu'on appelle l'imagerie à haut contraste. Alors, l'imagerie à haut contraste, on a peut-être entendu parler, c'est tout ce qui est imagerie d'exoplanètes. Donc là, ici, vous avez une étoile au centre qui est masquée par un petit masque physique que j'ai représenté par une jolie étoile à 5 branches. Et autour, vous voyez ces 4 points. En fait, je peux vous les montrer avec le laser. Ces 4 points ici, c'est vraiment 4 planètes géantes. Donc, c'est un système qui est assez vieux, qui est plutôt éloigné du Soleil, cette étoile. Et autour de cette étoile, donc, tournent 4 planètes géantes gazeuses. Comme ça, vous voyez, elles ont entre 6 et 10 masses de Jupiter chacune. Elles sont autour de la plus proche qu'on ait détectée. Elle est à 26 unités astronomiques, 26 fois la distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, jusqu'à une 70 à peu près. Donc ça, c'est là vraiment, disons, la science qu'on fait. L'imagerie au contraste a vraiment été développée, en particulier dans ce but-là. Mais on étudie aussi des disques protoplanétaires. Alors, protoplanétaires, c'est un gros mot pour juste dire qu'ils sont super jeunes. Et en fait, c'est justement dans ces disques que vont se former les planètes qu'on observe. Et donc là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, donc on voit effectivement ce disque avec, ici, il y a un trou. Et dans ce trou, on voit cette espèce de blob ici qui est aussi une planète géante gazeuse. Et en fait, là, il faut vraiment bien le voir, mais il y a un autre point ici qui est une deuxième planète qu'on a détectée dans ce système. Donc ce système qui répond au doux nom de PDS-70, du nom de l'étoile centrale, a 2 petites planètes, petit b et petit c, qui sont aussi des planètes géantes gazeuses. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont en cours de formation. Et ça, on le sait, on a des marqueurs, et on voit que c'est vraiment des planètes qui sont en train d'être formées. Donc c'est hyper intéressant d'étudier ça, parce qu'on va pouvoir confronter au modèle, à la théorie, et se dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, tout ça. Et le troisième science que je fais... mais il y en a plein d'autres, mais vraiment, disons, les 3 sciences phares qu'on fait avec l'imagerie au contraste, c'est ce qu'on appelle les disques de débris. En fait, c'est pareil, mais c'est pour des disques beaucoup plus vieux. Donc là, dans le disque du milieu, vous avez énormément de gaz, parce que c'est un système très jeune, mais à droite, vous avez essentiellement de la poussière. Finalement, c'est assez analogue à la ceinture d'astéroïdes qu'il y a entre Jupiter et Mars. Donc c'est plein de petits astéroïdes, de petites poussières, et on étudie justement cette poussière pour comprendre en fait, l'évolution des planètes au sein d'un système planétaire. Donc celui-ci, je sais pas, il a 8 millions d'années, un peu plus vieux, et il a un gros disque qu'on voit assez évidemment sur cette image. Enfin, j'espère que tout le monde la voit bien. Donc ma spécialité au sein de l'imagerie au contraste, c'est donc je fais pas mal d'instrumentation, comme le disait David avant, mais je fais aussi beaucoup de traitements d'images. Pour vous illustrer en quoi ça consiste, donc les traitements d'images dits classiques, ça donne ce genre de choses jusqu'à il y a quelques années, et donc avec des collaborateurs, on a développé des nouveaux traitements d'images, de restauration d'images cette fois, où on peut vraiment voir que le disque il est beaucoup plus brillant d'un côté de l'autre, et ça nous donne vraiment des informations très importantes.
Et un autre collègue, de façon complètement indépendante, à peu près au même moment, a développé son autre algorithme de traitement d'image. Et ça tombait bien, parce qu'on avait à peu près les mêmes résultats. Donc on était super contents. Et puis en plus, vaut mieux 2 que 1, parce que sinon, les scientifiques, ils sont là genre, t'es sûr, est-ce qu'on a que cette image? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas... Donc quand on est 2, au moins, on est un peu plus convaincant. Et juste pour vous donner une autre idée de comment ça fonctionne, donc ça, c'est vraiment le nec plus ultra de l'imagerie de disques de débris. Je tiens à insister quand même. C'est pas parce que je l'ai fait, mais alors, en bas, à titre de comparaison, donc je triche un peu parce que là, en fait, c'est des images qui sont dans l'infrarouge proche, donc il y a 1,6 micromètres pour ceux à qui ça parle. Mais en bas, vous avez une image prise par le télescope spatial Hubble, donc c'est dans l'espace. Le diamètre du télescope est beaucoup plus petit, donc vous voyez que la résolution angulaire, c'est-à-dire les détails qu'on peut avoir sur le disque, elle est vachement moins bien. Vous voyez des gros pixels, des gros pâtés. Mais par contre, comme on est dans l'espace, on reçoit plus de lumière, on est beaucoup plus sensible, etc. Mais bon, quand même, ça fait une petite différence. Même si, attention, je triche un peu quand je monte ces 2 images, parce que l'image de Hubble, elle est dans le visible. Voilà. Mais bon, c'est juste pour vous donner une idée de pourquoi c'est important. Et le deuxième, c'est en fait, à droite, l'image que vous avez, c'est la première génération d'instruments à haut contraste, juste pour comparer avec la 2e génération d'instruments. Donc, toutes ces images, sauf celle de Hubble, bien sûr, viennent du Very Large Telescope, qui est installé au Chili. D'accord, un télescope au sol de 8 mètres de diamètre, donc un des plus gros sur Terre jusqu'à présent. Mais en fait, en bas à droite, vous avez l'ancienne génération, et puis en haut, on a mis le paquet. On a fait un instrument qui était vraiment bien optimisé pour ça. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence assez notable. On y arrive bien, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Comment on fait de l'imagerie à haut contraste? Donc, comment on en arrive à là? Donc, déjà, je vous ai dit, c'est super important pour avoir de la haute résolution angulaire, donc avoir des détails fins, d'avoir un gros miroir de télescope, un gros miroir primaire, parce que c'est vraiment ce fameux entonnoir. On dit tout le temps, on veut capter le plus de photons possible. Donc, déjà, la sensibilité, c'est-à-dire à quel point on pouvait voir des objets faibles dans le ciel, est déterminée par la taille du télescope. Plus le télescope est gros, plus vous pouvez voir des objets très faibles. Et en même temps, ça détermine ce qu'on appelle donc la résolution angulaire. Plus un télescope est gros, plus vous pouvez voir des détails fins sur vos objets astrophysiques. Donc c'est ultra important et c'est pour ça qu'on se casse la tête à faire des télescopes de plus en plus grands. Donc là, c'est une photo du miroir du Very Large Telescope, donc qui travaille dans le visible et dans l'infrarouge. Sauf que, quand on regarde une étoile avec ce gros bébé, d'abord, on obtient ça. Je ne sais pas si vous avez une idée de pourquoi on obtient ce truc-là, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont la réponse. Oui, je vois des têtes qui bougent. Donc, en fait, ça, c'est parce que entre l'étoile et le télescope, il y a l'atmosphère terrestre. Oui, j'en ai. Et l'atmosphère terrestre, en fait, a le bon goût d'être remplie d'air, qui est un très mauvais conducteur thermique. C'est-à-dire que les bulles d'air froid et les bulles d'air chaud, elles se mélangent très, très mal. Et ça, on le sait, parce qu'en général, quand on a un radiateur, l'air chaud, il monte et puis on a froid aux pieds, ce genre de choses. Donc, l'air est un très mauvais conducteur et donc il y a beaucoup de ce qu'on appelle de la turbulence. D'origine thermique et qui se transforme en turbulence optique parce que les rayons lumineux, selon si la température elle est plus chaude ou plus froide, ils vont dévier d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, le rayon lumineux qui arrive dans l'étoile, qui traverse l'atmosphère, il va aller à gauche, à droite, machin, dès qu'il va rentrer des petites bulles d'air différentes. Et donc à la fin, on arrive et on a une image, on voit un espèce de gros pâté. Et là, la magie opère. L'étape suivante, c'était de développer ce qu'on appelle une optique adaptative pour retrouver la résolution quasi théorique du télescope, malgré la turbulence atmosphérique. Alors, comment on fait ça? C'est un système qui, en fait, va analyser justement comment les rayons vont voyager et qui va les corriger avec un miroir déformable. Donc, on a un miroir déformable qui va aller très, très vite, à peu près, qui va changer de forme à peu près 1000 fois par seconde, donc c'est vraiment vite. Un système qui est asservi et qui va vraiment corriger quasiment en temps réel ce qui se passe dans l'atmosphère, la turbulence atmosphérique. Donc, comme vous pouvez le voir, ça marche quand même super bien. Et je vous ai mis, à titre de comparaison, une simulation idéale. C'est-à-dire que si on n'avait pas d'atmosphère, c'est le genre d'image qu'on aurait là en bas, vous voyez. Donc, c'est une image, en fait, qui est limitée par ce qu'on appelle la diffraction, pour ceux à qui ça parle. Je ne vais pas vous parler trop de ça, mais voilà, la diffraction du télescope, C'est vraiment le mieux que tu puisses avoir, c'est ça. Sauf que là, ça ne suffit pas. Ce qui est un ingrédient essentiel, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un coronographe. Donc un coronographe, c'est juste un petit masque qui va justement cacher le centre de l'étoile ici. Et en fait, si on ne fait pas ça, on ne peut pas voir des choses qui sont très faibles à côté de l'étoile, parce que l'étoile, là, elle est ultra brillante. Et nous, on cherche des planètes. En fait, il faut bien garder en tête que les planètes qu'on cherche, elles sont 1 million de fois
1 milliard de fois moins brillante que l'étoile centrale. Donc, ok, c'est très près, donc ça c'est cool, mais là, on ne verra rien, quoi. Et grâce, en fait, à ce petit masque coronographique, on va cacher le centre de l'étoile. Et on va pouvoir voir ici des objets déjà qui sont de l'ordre de 10 000 fois moins brillants que l'étoile. Donc ça marche bien 10 000 fois, mais on n'est pas à 1 million. Et c'est là que le traitement d'image opère sa magie. Donc pour arriver vraiment au régime qu'il nous faut pour voir des exoplanètes, il faut utiliser des traitements d'image. Et pareil, dans l'idéal, en fait, si on avait une optique adaptative parfaite et un coronographe parfait, on obtiendrait un trou noir. On verrait toutes les planètes qu'on veut. Mais bon, ça, c'est idéal. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, évidemment. Ça part dans tous les sens. Et donc, dans la vraie vie, moi, en fait, avec quoi je joue pour développer les fameuses méthodes de traitement d'image dont je parlais en début de présentation, c'est ce genre de choses. C'est pas super, super beau. Il y a plein de trucs différents. Il y a de la lumière partout. Donc, toute la lumière là, que vous voyez, en fait, c'est la lumière de l'étoile centrale, qui a mal été corrigée par l'optique adaptative, qui est pas parfaite, ou alors qui est passée à côté du masque coronographe. Donc tout ça, c'est de la lumière de l'étoile, et c'est des contrastes qui sont justement 10 000 fois à 100 000 fois plus faibles que le centre de l'étoile, et du coup, ça cache les exoplanètes. Donc nous, on fait des traitements d'image basés sur ça, mais vous voyez, il y a une diversité de choses. Donc en fait, j'ai commencé vraiment à travailler, à comprendre d'où venaient tous ces résidus, comment les classer, comprendre vraiment leur origine, pour pouvoir faire des traitements d'image adaptés. Et il y en a un en particulier qui nous a vraiment saoulés, qui s'appelle le Wind Driven Halo, c'est comme ça qu'on l'a baptisé, mais en français c'est signature de halo de vent, enfin, c'est pas aussi stylé quand même en français, il faut dire ce qui est. C'est ce truc-là. Donc en haut, vous voyez, à gauche, je vous ai mis en haut à gauche une image sans coronographe, juste avec l'optique adaptative, et à droite, la même avec le coronographe. En bas, on dirait que c'est les mêmes, hein. C'est pareil, sans coronographe. Et là, bam, on met le coronographe et vous avez ce truc dégueulasse, là, ce halo. Donc en fait, ça se voit juste parce que c'est tellement faible comme signature, vu que c'est 10 000 à 100 000 fois plus faible que l'étoile, qu'on peut la voir que s'il y a le coronographe. Et donc on s'y attendait pas vraiment. En fait, on connaissait cette signature avant, mais il y a plein de choses auxquelles on s'attendait pas. Par exemple, je sais pas si vous voyez, donc là, c'est des simulations. Il y a un des ailes de papillon, en fait, il y en a un, ça fait un peu comme un papillon, donc il y en a un qui est plus courte que l'autre. Donc ça, c'était un truc nouveau et on s'est gratté la tête pendant pas mal de temps pour comprendre d'où ça venait. On s'y attendait pas du tout. Donc voilà, donc ça, c'est un truc maintenant qu'on a bien compris. J'ai beaucoup travaillé dessus et on sait le simuler, comme vous pouvez le voir ici. Mais d'où ça vient? Ça s'appelle le halo de vent. Donc ça vient du vent. Et donc c'est comme ça que en fait, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux interactions entre ce qui se passe dans l'atmosphère et ce qu'il y a sur notre instrument. Parce qu'en fait, ce qui s'est même passé encore plus, on s'est rendu compte que ce truc-là, cette signature, elle était vachement présente donc, quand il y avait beaucoup de vent, hein, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, mais en particulier en hiver. Et en particulier, en hiver, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le courant G subtropical. Donc c'est le courant G, c'est une couche atmosphérique qui est située à peu près à 12 km au-dessus de nos têtes, qui est en particulier à cette latitude, là où est notre observatoire. Et c'est un vent qui peut aller jusqu'à 60 mètres par seconde. Donc c'est un vent qui dézingue. Vous avez peut-être entendu parler, quand on fait un Paris-New York, ça prend vachement plus de temps que quand on fait un New York-Paris, parce que c'est des vents qui vont d'ouest en est. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, quand on va de Paris à New York, le vent, on est à contre-vent, donc c'est plus lent. Alors que quand on va de New York à Paris, on va super vite parce que le vent nous pousse. Et en fait, ces vents-là, c'est vraiment des vents, les courants G, qui sont très importants. Je vais revenir là-dessus. Après, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que ça veut dire au niveau climat. Mais en fait, on s'est dit, tiens, c'est marrant, parce que cette signature, on l'a tout le temps quand c'est une année El Niño. Alors, El Niño, c'est pareil, je reviendrai plus tard un peu plus sur ce que c'est en détail, mais vous avez dû en entendre parler, on en entend souvent parler à la radio, par exemple. Donc, c'est une oscillation... le vrai nom, c'est El Niño Southern Oscillation, donc c'est une oscillation de l'hémisphère sud qui est due en fait à des différences de température à la surface de l'océan Pacifique. Et en fait, il y a plusieurs index pour justement décrire cette oscillation climatique, ce cycle climatique, qui a une période de 2 à 7 ans. Et donc, quand la surface de température au Pacifique est positive, c'est un événement El Niño en haut, en rouge. Et quand c'est négatif, c'est un événement dit La Niña en bas, en bleu. Et ce cycle climatique, il nous touche partout. C'est-à-dire même en Europe, on le ressent. Les années froides, c'est souvent des années La Niña. Donc ça a un impact global. Et pourtant, ça prend sa source vraiment dans l'océan Pacifique, au large du Chili. Et donc les années El Niño, il se trouve que ces courants G, ces jet streams, sont vachement plus forts.
Et donc voilà, on a fait le lien avec le climat, on s'est dit, ah mais tiens, en fait, c'est marrant, le climat, gna gna. Et puis, donc comme ça, tout doucement, je me suis vraiment intéressée à comment le dérèglement climatique affectait nos données astrophysiques en tant que, en tout cas, astronome professionnel. Mais évidemment, le sujet peut être relayé à la sphère amateur. C'était mon introduction. Vous avez tous compris? Voilà. Alors, du coup, pour commencer, on va y aller très simplement. On va dire qu'est-ce qui, en fait, que fait la qualité d'un site astronomique. Donc, il y a 3 points vraiment super importants. C'est la latitude, évidemment. On veut être quand même assez près des tropiques. Comme ça, on a accès à plus de ciel possible. Si on va au pôle, on voit un peu toujours la même chose. C'est pas super marrant. Et puis aussi, on veut essayer de voir l'endroit où il y a le centre de la Voie lactée. Parce que là, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à étudier, forcément. En tout cas, au niveau stellaire, pour certains de mes collègues. Ensuite, le deuxième point, c'est d'avoir un ciel qui est dégagé de nuages, mais aussi un ciel clair. On a parlé de pollution lumineuse hier. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence de Sébastien Vauclair, mais bon, voilà, c'était assez clair que la pollution lumineuse, ça ne nous intéresse pas. Et aussi une météo qui est quand même clémente, donc avec très peu de pluie, par exemple, et surtout stable. Parce que si vous avez un jour de pluie, le lendemain, il fait super beau, on préfère qu'il fasse moins beau, mais tout le temps, pour avoir le plus de moments où on ouvre le télescope. Alors, c'est pour ça qu'on a des observatoires qui sont de plus en plus isolés. Donc, vous connaissez sûrement l'Observatoire de Paris, qui, à l'époque, était très isolé. Il faut savoir que le Jardin du Luxembourg, c'était la petite maison d'été de Médicis. Ouais, ça nous paraît un peu fou maintenant, parce que c'est vraiment en plein cœur de Paris. Mais donc, l'Observatoire de Paris, dont les premières pierres ont été posées en 1667, c'est Louis XIV qui l'a commandé. Donc, vous voyez le bâtiment. Ensuite, une centaine d'années plus tard, c'est passé à l'observatoire de Meudon. Donc là, on est quand même beaucoup plus loin. Et puis ensuite, c'était juste plus possible. Et puis on a commencé à faire des observatoires de plus en plus isolés. Donc par exemple, ici, vous avez le pic du Midi, qui est en plus maintenant ils essaient d'en faire une réserve étoilée, il me semble. Et même encore plus loin, après, jusqu'à mettre des télescopes sur des sites comme la grosse île de Hawaï. Avec ici le Canada-France-Hawaï télescope qui date des années 70. Donc vraiment, on part, et il y a le même schéma aux États-Unis. Vous regardez, les premiers observatoires les plus vieux sont au centre, près de Los Angeles, et puis ils partent, ils vont au Mont Wilson, puis de plus en plus loin, puis à la fin, ils finissent à Hawaï aussi, ou au Chili. Parce que donc ça, c'est un gros truc. Alors, maintenant, pour revenir un petit peu sur l'atmosphère terrestre, je pense que ce schéma-là, il est vraiment super important. Donc, qu'est-ce qu'il représente? À gauche, ici, là, vous avez l'altitude, et son corollaire ici, la pression. Donc plus on monte en altitude, plus la pression diminue. Jusque-là, on est tous à peu près d'accord. Et en abscisse, vous avez la température. Donc à gauche, on descend en température, et vers la droite, on augmente en température. Donc la première couche d'atmosphère, elle s'appelle la troposphère. C'est la plus importante. Okay, quand vous montez en altitude, il fait de plus en plus froid. Donc la courbe, elle part par la gauche. Cette couche de troposphère, elle est à peu près de 8 km de haut au pôle. Mais par contre, à l'équateur, elle est plus enflée, elle fait 16 km, parce que le truc est aplati. Et ça contient à peu près 80% de la masse atmosphérique. Autrement dit, et 90% ou plus, je crois, de l'humidité, du contenu en vapeur d'eau de l'air, qui est énorme. Donc, autrement dit, tous les phénomènes météorologiques, ils vont se passer dans cette couche, dans la troposphère. C'est vraiment essentiel, cette couche. C'est là qu'il y a tous les nuages. Vous voyez, là, il y a un petit avion qui passe à peu près 12 km. Donc, je vous parlais du jet stream tout à l'heure, le courant G, c'est aussi à peu près à 12 km. Enfin, c'est entre les deux, en fait, c'est à l'interface. Au-dessus de ça, vous avez la stratosphère, où là, au contraire, plus vous montez, plus vous êtes chauffé par le soleil. Et puis ensuite, vous avez la mésosphère et ensuite la thermosphère. Donc, par convention, on dit que l'atmosphère, il s'arrête entre 80 et 100 km. Des fois plus, ça dépend en fait avec qui vous parlez, mais il n'y a pas de limite finie. Il y a des définitions et ça dépend à qui on parle, des météorologues, des aérospatiens. Donc voilà, il y a des conventions, mais il n'y a pas de définition claire de où s'arrête l'atmosphère de la Terre. Mais donc nous, ce qui va nous intéresser vraiment, c'est vraiment les premiers 100 km, quoi, en fait. Et ici, d'ailleurs, autour de 25 km, c'est là qu'il y a le maximum de la couche, la fameuse couche d'ozone. Vous avez sûrement entendu parler. Voilà. Donc, on a parlé tout à l'heure des oscillations climatiques comme El Niño. Donc en fait, d'où ça vient, ces trucs-là, c'est que le Soleil, c'est le moteur principal qui va envoyer de l'énergie sous forme de radiation, sous forme de lumière et donc de chaleur plus tard à la Terre. Et comme vous voyez, l'inclinaison des rayons est super importante. Donc quand ça tape comme ça perpendiculaire, c'est avoir le Soleil au zénith, donc il fait super chaud. Et au contraire, quand vous êtes près du coucher de soleil ou quand vous avez le Soleil près de l'horizon, c'est des rayonnements rasants et donc vous avez beaucoup moins chaud. Donc autrement dit, la même énergie arrive dans cette petite zone, on ne voit pas très bien, désolé, rouge ici, que dans cette grosse zone rouge là en haut. Donc il
il fait très chaud à l'équateur. Et donc, au final, les radiations reçues par le Soleil, donc là, c'est le bilan net, ça veut dire qu'a été pris en compte ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire comment la lumière du Soleil est réfléchie par les continents, les masses d'eau, les masses de nuages et les masses de glace. Mais grosso modo, ce qu'on voit, c'est qu'en rouge, ici, près de l'équateur, c'est vachement plus chaud que dans les pôles, ici, en vert. Et donc, encore une fois, ça va faire des gradients de température, et donc ça va faire des mouvements, type mouvement de convection, en fait, où l'air chaud va bouger. Par exemple, dans ces cellules, donc là, c'est la Terre qui est représentée ici, il y a des zones de haute pression, de basse pression, et vous voyez l'air chaud en rouge, avec des flèches qui vont remonter, et l'air froid qui va redescendre. Et il se trouve que sur Terre, ça crée 3 cellules principales. Donc si vous prenez l'équateur ici, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que c'est à peu près OK ce schéma. Vous voyez, il y a une cellule ici qui s'appelle la cellule de Hadley, ensuite il y a la cellule de Ferrel, pardon, je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Et ensuite la cellule polaire, donc ici c'est entre 0 et 30 degrés de latitude, ici 30 degrés et 60 degrés. Et en fait, c'est à l'interface de ces cellules que justement se créent les fameux courants G. Donc il y a ici ceux de l'hémisphère nord et puis ce qu'on appelle les subtropicaux ici. En rouge, c'est les subtropicaux et en bleu, c'est les polaires. Mais celui qui nous intéresse, en fait, ça va être le subtropico sud. Donc qui va vraiment passer ici. Pouf, peut-être certains d'entre vous reconnaissent le Chili. Notre observatoire, il est à peu près là. Celui sur lequel je travaille du moins. Donc, en plus de ces courants vraiment globaux, ça c'était juste pour vous donner une illustration de comment ça se passe vraiment à très grande échelle, très schématisé. Mais il y a aussi tout un tas de courants locaux. Par exemple, je sais pas, il y a le courant de Walker sur les Pacifiques où il y a des mouvements horizontaux. Bref, c'est vraiment... il y a plein de courants et tout ça, ça fait qu'en fait, ça fait des oscillations qu'on appelle des cycles climatiques ou des oscillations climatiques dont... comme El Niño, là, on en parlait tout à l'heure, qui vont avoir des périodes de plusieurs années, dizaines d'années, voire centaines d'années pour certains. Et ça va affecter, comme je vous ai dit, le climat mondial et vraiment, même localement, vous allez être affecté par ces choses-là, quoi. Et ça va affecter toute la biosphère. En fait, à El Niño, à la base, ça s'appelait comme ça parce que c'était des années où il y avait des pêches super miraculeuses, quoi. Parce qu'en fait, il y avait les fonds marins chauds qui remontaient, ça faisait remonter tous les planctons, toute la bouffe. Du coup, les poissons se ruaient dessus et du coup, les pêcheurs se ruaient sur les poissons. On était contents, on avait plein à bouffer. Et en plus, El Niño, ça faisait référence au petit Jésus, cadeau, machin. Et puis, du coup, la Niña... Vous faites votre conclusion sur ce que ça veut dire. Ouais, on ne changera pas les choses. Mais un truc super important, c'est que, c'est mot de climatologue, je bosse beaucoup avec des climatologues, hein, évidemment, pour faire ça. Je ne suis pas climatologue, je suis astrophysicienne, comme je l'ai dit. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai lu plein de bouquins et c'était dur. J'ai l'impression de me remettre dans des examens à chaque fois que je lis des bouquins. Mais, donc je discute beaucoup avec des climatologues qui vont, elles, me guider sur où aller, où trouver les données, etc. Donc vous inquiétez pas, c'est vérifié. Donc ce qu'elles m'ont bien expliqué, en l'occurrence c'est des femmes avec qui je travaille, c'est que le climat terrestre, c'est vraiment un système chaotique qui a une certaine stabilité parce que c'est en équilibre, hein, mais c'est chaotique, c'est-à-dire que si on bouge un petit truc, ça fait tout déglinguer. Vous voyez, je veux dire. Voilà. Donc on va y arriver. Désolée, ça va être un peu déprimant. Mais non, ça va aller. On va bien s'amuser. Alors, donc, pour un petit rappel du bilan énergétique moyen, donc, on reçoit une certaine quantité de radiation de la part du Soleil, donc en l'occurrence 341 watts par mètre carré par élément de surface. Pour ceux à qui ça parle, c'est une énergie, quoi. Et il y en a à peu près 47% de ça, bon, on va dire 50%, on va agrandir la moitié, qui est absorbée par la surface de la Terre. Sinon, il y a aussi une partie qui est réfléchie par tout ce qui est nuages, et une partie qui est réfléchie par la surface, une plus petite partie, et une partie qui est carrément absorbée par l'atmosphère. Si on laisse faire ça, la planète, elle va chauffer, et puis pouf. Donc, évidemment, il faut que cette énergie soit rayonnée, réémise, parce que sinon, bienvenue dans un four, quoi. Donc, elle va être réémise de manière, donc, à ce qu'on appelle la chaleur sensible. Donc, c'est des mouvements de convection, encore un peu comme quand on met une casserole d'eau sur qu'on fait chauffer l'eau pour qu'elle bouille. Elle est plus chaude au fond, donc l'air chaud monte, hein, exactement comme tout à l'heure, et ça fait des petits bouillons. Voilà, donc ça va changement de température, mais aussi par changement de phase. Donc, par évacuation de l'humidité sous forme de vapeur, par évapotranspiration par les plantes. Enfin, il y a tout un tas de trucs, mais bon, voilà, c'est ces deux flèches violettes comme ça, paf, ça remonte. Et il y a toute une partie, en fait, donc c'est la Terre qui va être chauffée, qui va réémettre ce réchauffement. Donc ça va être sous forme radiative. Donc ce rayonnement, il va être ce rayonnement, il va être émis par la Terre elle-même, hein, qui fait en moyenne 16 degrés Celsius. Et une partie va être encore une fois absorbée par les nuages, réfléchis, et puis une partie va être renvoyée dans l'espace. Et la magie de l'effet de serre, c'est ça. C'est qu'il y a une partie qui va être réémise vers le sol, parce que les gaz à effet de serre vont capter cette radiation, cette énergie thermique, et la retransmuter. S'il n'y avait pas cette dernière flèche rouge ici, donc sans effet de serre, sur la planète Terre, globalement, en surface, on serait à moins 18 degrés Celsius.
grâce à cet effet de serre naturel, on est à 16 degrés Celsius aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal, on est plutôt content d'avoir l'effet de serre, quoi. Et donc ça, c'est vraiment important. Alors n'oubliez pas, quand on parle de ces températures, c'est vraiment la température moyenne de surface sur le globe. Hein. On reviendra là-dessus. Comme l'air, l'atmosphère, hein, vous savez, est constituée de plein de trucs, essentiellement de vapeur d'eau, de gaz carbonique, de N2, etc. Il y a plein de choses. Et en fait, tous ces éléments, ces molécules, vont absorber. C'est-à-dire que finalement, en fait, c'est des gaz à effet de serre, parce qu'ils absorbent et ils réémettent. Et vous voyez, par exemple, en astronomie, ça nous intéresse vachement, parce que vous voyez ici l'absorption en fonction de la longueur d'onde, donc du type de lumière que vous regardez. À gauche, les plus énergétiques, et à droite, les moins énergétiques. Donc nous, dans le visible, on est, je ne sais plus où, on n'est pas du tout sur ce truc. On n'est pas sur ce truc, désolé. C'était juste pour illustrer, en fait, que vous voyez l'eau en bleu. Donc il y a plein de petits pics un peu partout, et le carbone, le dioxyde de carbone, vous avez aussi plein de petits pics. Donc c'était juste pour vous dire que déjà, juste l'atmosphère, c'est pas que de la turbulence atmosphérique, je vous ai menti, mais il y a aussi énormément d'absorption, d'émissions, il y a plein d'effets, il y a aussi la diffusion que vous connaissez bien. Par exemple, pour la pollution lumineuse, il y a un lampadaire, mais ça, en fait, on voit le halo de lumière tout autour. Donc il y a plein d'effets, quoi. Et ça, c'est super important pour nous. Et en fait, les gaz à effet de serre, par essence, hein, par nature, ils sont hyper influencent. Ils influencent énormément ces absorptions. Donc là, c'est l'opacité atmosphérique globale. Vous connaissez sûrement ce schéma. Donc, attendez, voilà. Là, on va mettre. Donc là, tout ça, il y a le domaine des rayons X ultraviolets ici, notre petit visible à nous tout petit. Et puis ensuite, on part dans le domaine proche infrarouge, puis vers la droite, micro-ondes et ondes radio. Et donc, vous voyez que, heureusement, l'atmosphère est totalement opaque aux rayonnements dangereux comme le rayon X et un peu les rayons UV, mais mettez de la crème solaire quand même. Et vous avez ici le visible, donc on le voit bien, puis quelques fenêtres infrarouges, mais vous voyez, c'est pas parfait. Hein. Et c'est vraiment transparent dans le domaine plutôt submillimétrique radio. Donc ça, en fait, c'est vraiment c'est les mêmes effets, tout ça. Hein, c'est la même physique derrière. Ah oui, je voulais pas le passer sur, mais c'est pas grave. Donc météo-climat, ah oui, si, quand même, c'est important. Quand on parle de climatologie, je vous ai parlé des cycles climatiques, des oscillations climatiques, et je vous dis, c'est des échelles de 10 ans à 100 ans. Du coup, on ne peut pas parler de climat si on est sur des échelles temporelles de moins de 30 ans. Ça n'a aucun sens statistiquement, en fait. Donc ça veut dire que si vous voyez des études sur des gens qui parlent de choses qui se passent en moins de 30 ans et qui appellent ça du climat, c'est faux. Faut pas. Donc c'est minimum, par convention, 30 ans, des tendances sur minimum 30 ans, et c'est ça qu'on appelle l'étude du climat. Et en général, c'est global, c'est des échelles qu'on appelle synoptiques, donc c'est des grosses échelles spatiales. On a aussi les sciences de l'atmosphère en deuxième, qui vont vraiment étudier soit le présent, soit le futur. Donc la météorologie fait partie des sciences de l'atmosphère. C'est une sous-branche où là, on est aussi axé sur la prévision. Et là, c'est ce qu'on appelle les échelles moyennes, donc les méso-échelles. Je l'ai gardé en anglais, désolée. Et enfin, la turbulence atmosphérique dont je vous ai parlé. Donc là, je vous ai dit, c'est des toutes petites bulles. Enfin, ça va de peut-être 10 mètres à genre des micromètres, en fait, jusqu'à ce que justement ces petites bulles d'air se dissipent sous viscosité. Cette turbulence se dissipe par viscosité. Et là, en fait, c'est quelque chose d'instantané et on ne peut pas décrire de façon déterministe ce que c'est. Donc, à chaque fois, on a une vision probabiliste. On dit, ouais, en moyenne, on a à peu près ça qui nous arrive, ou avec plus ou moins ça. Mais on ne va pas pouvoir vraiment dire, c'est exactement comme ça que chaque petite bulle d'air, elle est à tel instant T. Donc ça, c'est aussi bien important à garder en tête. Et donc, en fait, finalement, mon travail, moi, j'essaie de relier les trois, quoi. C'est super compliqué, je ne le ferai pas toute seule. Mais j'ai des collègues qui bossent sur les échelles synoptiques, d'autres qui bossent sur, justement, des modèles méso, donc moyens. Et puis, nous, on a des données qui sont affectées par les échelles microscopiques. Donc, on essaye de recoller un peu tous les morceaux. C'est rigolo. Ouais, voilà, c'est ce que je vous ai dit. On arrive à la courbe qui fait mal. Ça fait très mal. Bon, allez. Voilà. Donc ça, vous connaissez sûrement la courbe de Keeling, hein, du nom du premier scientifique qui l'a vraiment mis sur le tard. Sachant que les histoires d'effets de serre, des règlements climatiques, ce qu'on appelle aussi le réchauffement climatique, qui est l'une des conséquences, disons, plus visibles et plus évidentes, après tout ce que je vous ai dit sur le bilan radiatif de la Terre, donc le réchauffement planétaire. Il y en a plein d'autres. C'est en fait quelque chose qu'on connaît depuis super longtemps. Je ne sais pas si certains se souviennent de Arrhenius, la loi d'Arrhenius. En fait, ce type-là, c'est le XVIIe siècle, je crois. Mais il avait déjà dit oh, les gars, là, c'est le début de la révolution industrielle, ça va chauffer là, si on continue à envoyer des trucs. Il l'avait déjà dit, quoi. Et là, je n'ai pas rajouté ça, que d'habitude je le fais, mais les premiers rapports, en fait, par exemple, il n'y a pas longtemps, donc maintenant les rapports deviennent publics. Et donc en 1970, il y a un rapport qui a été trouvé de Exxon, ESSO, qui faisait état justement, ils le savaient, quoi, de ce dérèglement climatique et des conséquences. Et en fait, leurs projections, elles étaient hyper bonnes. Pareil, en 80, je crois, 2, il y a eu un autre rapport. Il y en a un, c'est Total, l'autre, c'est Exxon, je ne sais plus les deux. Mais bon, voilà. Et le GIEC,
c'est 1988, hein, donc on est là. Voilà. Bon, bref. Donc sur cette courbe, sur ce graphique, donc vous avez la concentration atmosphérique, donc dans l'atmosphère de dioxyde de carbone, en ce qu'on appelle parties par million, donc c'est beaucoup plus petit que les pourcents. 420 parties par million, c'est 0,004%. Je crois que c'est ça, il y a peut-être un zéro en plus. Désolée de tête, j'ai du mal. Mais voilà, c'est parties par million. C'est un mini pourcentage. Donc ça peut paraître rien du tout, mais en fait, en moyenne, depuis les 600 000 dernières années au moins, on était en moyenne à 280. C'est marqué là, attendez. Depuis l'ère pré-industrielle, bref, du coup, ouais, ça fait à peu près ça. Mais on était très stable. Et puis, en fait, juste depuis l'ère pré-industrielle, qui est définie autour de 1750, là aussi, c'est un peu plus flou, on a gagné presque 50%, enfin 46 et quelques pourcents en concentration atmosphérique de dioxyde de carbone. Donc, c'est énorme et ça va très, très vite. On voit cette courbe, ça monte très vite. En rouge, vous avez la moyenne sur les mois, parce qu'en fait, en hiver et en été, avec les saisons et le fait qu'il y ait plus de continents au nord et plus d'océans dans l'hémisphère sud, il y a vraiment des choses différentes avec la forêt amazonienne, etc. Donc en fait, on voit vraiment la Terre respirer, avec une respiration chaque année, avec ces saisons justement. Et puis en fait, quand on fait une moyenne qui corrige ces saisons, on voit la courbe noire qui augmente beaucoup trop. Ok, et donc ça, vous n'êtes pas sans savoir que ça a des conséquences sur la biosphère. Hein. Donc la biosphère, c'est tout. C'est ce qui se passe essentiellement entre la stratosphère et le sol, et puis aussi tout ce qui est en dessous. Donc, tout ce qui est dans les océans, sachant que les océans, il y a 90% des océans qu'on ne connaît pas. Donc, on dit souvent qu'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans, c'est vrai. Donc, il y a toute une partie qui n'est pas cartographiée. Il y a plein de choses au niveau faune et flore océanique, on ne connaît vraiment pas grand-chose. Et puis, tous les jours, vous savez aussi, peut-être qu'on découvre des nouvelles espèces sur Terre. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on parle souvent des rapports du GIEC, mais il y a aussi l'équivalent pour la biodiversité, qui s'appelle l'IPBES. Si ça vous intéresse de déprimer le soir, vous pouvez le lire. C'est horrible, ne le faites pas. J'ai essayé, j'en peux plus. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'ils font vraiment avec plein d'expériences, de données, pareil, état de toutes ces choses-là. Et c'est un peu paradoxal parce qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où on a plein de données, on a plein de satellites, on a plein de modèles pour simuler toutes ces choses-là, quoi. Et en même temps, c'est un peu un gros sans fin. Donc, ça, c'est le constat. Donc maintenant, comment nous, on va étudier l'astronomie et le climat? C'est quoi le rapport entre les deux? Qu'est-ce qui va se passer? Donc en fait, je vous avais dit, 30 ans, c'est le minimum qu'il nous faut. Et bien là, on y arrive. Pam. Par exemple, le Very Large Telescope, qui est opéré par l'Observatoire européen austral, donc qui est situé au Chili, dans le désert de l'Atacama. Donc vous avez une petite photo ici. Ça fait plus de 30 ans qu'il existe. En fait, il a été mis en service en 1998. Mais en fait, avant 1998, il y a plein de données de ce qu'on appelle le site testing. Donc, ils allaient sur site et ils faisaient des tests et ils regardaient, ils mesuraient plein de trucs. Et donc, on a toutes ces données-là. Donc, on commence à arriver en fait, à avoir suffisamment de données sur des échelles climatiques pour faire ces études-là. Donc, on a des données dites in situ, donc, en plus de ces données d'observatoire. Donc, chaque observatoire a une petite station météo. Hein. Ils mesurent en général l'humidité, le vent, la température, tout ça. Ils font plein de trucs. Donc les données in situ, donc par exemple depuis les années 90, on a énormément de données satellites. Et puis il y a aussi 2 ballons-sondes qui sont envoyés chaque jour dans la ville pas très loin qui s'appelle Antofagasta. Ensuite, on a un outil hyper important qui est public. Donc si vous voulez vous amuser à faire des jolies courbes qui montent aussi, vous pouvez y aller. C'est les données de réanalyse climatique. En particulier en Europe, on est très très fort avec le Centre européen de... Alors impossible de traduire en anglais, mais Weather Forecast for Mid-Range machin. Ouais. Et ils ont en fait, ils mettent au public vraiment toutes les données de réanalyse. Réanalyse, ça veut dire qu'ils récupèrent toutes les données qui existent, des aéroports, des stations météo, des satellites, des ballons-sondes, etc. Ils mettent tout dans un gros ordinateur, ils secouent, et puis ils sortent vraiment avec une très bonne résolution spatiale, donc un pixel de 30 km de large, et aussi une résolution temporelle et une résolution verticale à la demande. Donc ils arrivent à retrouver les paramètres atmosphériques, donc la température, l'humidité, les nuages, etc. Donc plein de paramètres atmosphériques, de 1800 à nos jours. Donc c'est quand même super important comme outil. Et évidemment, c'est vérifié sur des vraies données, c'est calibré sur des mesures, quoi. Et enfin, le dernier point, c'est aussi quelque chose que vous avez sûrement entendu parler, c'est les projections climatiques. Donc c'est typiquement les courbes que montre le GIEC pour communiquer avec les différents scénarios qu'ils ont. Le scénario on arrête tout maintenant, on coupe le robinet, ou le scénario on fait rien, on continue la croissance tranquillou. Et puis 2 scénarios un peu entre les deux.
Et donc ça, c'est des scénarios qui ont été mis en place de façon internationale, consensuelle, hein, entre les scientifiques, et qu'on utilise. Et donc ce qui se passe, c'est que tous les centres météorologiques du monde sont invités à faire leurs modèles avec les conditions qu'on a, et à comparer entre eux tous ces modèles-là, pour à la fin faire une moyenne. Et c'est ça, en fait, qui va nourrir les rapports du GIEC, avec évidemment plein de vérifications pour être sûr que tout roule et que les courbes qu'on vous présente dans les rapports du GIEC sont vraiment d'une très bonne qualité scientifique, c'est-à-dire reproductibles, etc. Donc ces projections climatiques, on peut y avoir accès. Elles ont des résolutions spatiales, en général, souvent assez grandes, enfin assez petites, je veux dire, parce qu'en fait, ça prend énormément de temps à faire tourner, hein, ces simulations. C'est des grosses machines. Et en général, les projections, elles sont jusqu'à 2100. Mais c'est aussi un très bon outil. Et pareil, elles sont calibrées, évidemment. Donc, par exemple, quand on fait des projections de maintenant à 2100, on vérifie qu'en utilisant le même modèle de maintenant à avant, on obtient effectivement ce qu'on avait avant. Ce genre de choses. OK? Tout roule? Je vous ai pas perdu? Ça va? Pas encore. Le pire reste à venir. Non, c'est pas vrai. OK. Premier truc à regarder tout simple, c'est la température. Donc là, en rouge, on a les données, donc comme je vous disais, depuis 1998, de température. Donc on est à 13 degrés Celsius à peu près, là, ici, puis hop, là, ça monte tout doucement, tranquille, hop. Et en 2015, vraiment, là, ça monte, on voit que c'est hors de la moyenne, quoi. Donc ça, c'est vraiment les données qu'on a prises au télescope, depuis que le site a été construit, donc une moyenne annuelle, hein. Et on a récupéré les données de réanalyse dont je parlais, ces fameuses pièces de puzzle là, avec les données satellites tombées dans une boîte, une secoue, et puis on arrive jusqu'à aujourd'hui, donc pas encore les projections. Et ça donne ce truc-là. Donc vous voyez qu'il y a un biais entre les deux. Il y en a une qui est plus haute que l'autre, mais la tendance, c'est la même. Donc la tendance, on retrouve vraiment ce pic qui monte à droite. Le biais, c'est juste dû au fait que je vous ai dit, un pixel, c'est 31 km. 31 km, quand vous êtes dans le désert d'Atacama, juste à l'endroit où ça passe de la plaine à la côte, au plateau des Andes, en fait, ça loupe complètement les informations primaires qui sont l'orographie, donc le relief, et aussi l'interaction avec l'océan. Donc c'est pour ça, c'est pas parfait. Et puis en plus, notre site, il est en altitude, et là, les données en bleu, il me semble qu'on n'a pas exactement la bonne altitude. Donc c'est normal, en fait, qu'on ait un petit biais, mais après, ça reste quand même assez convaincant que la tendance, elle est là. Puis de toute façon, les données rouges, c'est ce qu'on mesure, hein. Donc on trouve les mêmes choses, donc on voit au final qu'on a une augmentation de 1,5 degré Celsius. Alors peut-être certains d'entre vous vont me dire, mais 1,5, le GIEC, il n'avait pas dit que c'était 1,1. Eh bien oui, en fait, mondialement, en surface dans toute la Terre, c'est plutôt 1,1 degré Celsius aujourd'hui d'augmentation de température. Mais ça, c'est parce qu'on prend en compte et les océans et les continents. En fait, les océans, c'est des puits thermiques. Ils absorbent vachement plus de chaleur. Et donc, du coup, ça fait que ça compense. Mais sur les continents, en fait, et en France, pendant la canicule, vous penserez à moi, j'espère. Non, j'espère pas. C'est plutôt 1,5 degré Celsius, hein, l'augmentation, donc sur la partie continentale. Et ça, c'est vraiment parce que l'océan absorbe énormément. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait que pendant longtemps, les climatologues étaient en mode, c'est bizarre, on pensait que ça aurait été pire, parce qu'en fait, l'océan absorbait tout. Et donc, on a utilisé aussi ces fameuses projections dont je parlais tout à l'heure. Et dans le scénario le pire, hein, genre on ne change rien et on continue le capitalisme à tout va, c'est plus 4 degrés Celsius en 2100. Voilà, en moyenne, sur ce site-là. Sachant qu'il peut y avoir des effets locaux, hein, comme je disais, à cause de, par exemple, la présence d'océans, etc. Et il y a des liens avec l'humidité, etc. Donc, OK, très bien, la température augmente. Jusque-là, je ne vous ai rien dit de super nouveau, en fait. Mais en quoi ça nous intéresse ? Alors, les dômes des télescopes, de tous les grands télescopes professionnels, ils sont refroidis à l'intérieur par un système de ventilation d'air conditionné. Ils sont refroidis à la température qu'il y aura à l'extérieur quand on va ouvrir le télescope. Et on fait ça pourquoi ? Toujours la même chose, ces histoires de température qui font bouillonner, de convection, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des différences de température entre l'intérieur du dôme et l'extérieur du dôme, parce que sinon, il y a un mouvement de masse d'air, ça fait de la turbulence et c'est pas bon. On a une patate encore plus grosse, machin. Ça va pas. Donc, ils ont conçu ce système d'air conditionné dans les années 90. Donc, ils avaient leur moyenne. Et ils ont dit, à l'époque, on ne va pas le régler à plus de 16 degrés Celsius parce qu'il ne fera jamais plus chaud. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, la température ici limite. Alors, ici, vous avez la fréquence en fonction de la température. Donc, la température limite qui a été posée, c'est 16 degrés. C'est la ligne rouge, là, pour ceux qui voient, qui sont prêts. Puis, vous voyez qu'on cogne souvent vers la ligne rouge. Et puis, en fait, les vraies mesures de température qu'on a, c'est plutôt c'est les vertes, en fait. Donc, il y a plein de fois, en fait, on soupe, on refroidit trop le dôme par rapport à la réalité. Il fait plus chaud que prévu. Et on a même fait l'expérience suivante. On s'est regardé combien de fois ça arrive
que ce soit pire par an. Donc en fait, on a regardé sur chaque année combien de fois on dépasse cette température de 16 degrés dans la réalité. Et on voit effectivement que ça monte, quoi. Donc il y a plein de fois, enfin c'est toute cette zone verte en fait, il y a de plus en plus, on a des températures qui excèdent 16 degrés Celsius et donc l'air conditionné n'est pas approprié. Et donc ça peut créer de la turbulence interne, hein, comme je l'ai dit. Donc depuis qu'on a fait ce papier-là, il y a eu des discussions internes et il me semble qu'ils ont changé la température limite. Parce qu'en fait, c'était juste un truc technique, quoi. C'est dans les années 90, on dit ouais, c'est bon, 16 degrés, nickel. Bon, voilà, ça a changé. Donc ce genre de choses. Un deuxième point, c'est ce qu'on appelle le SING. Donc ça va un peu avec. Donc quand je parlais de turbulence atmosphérique tout à l'heure, je vous ai dit, on le caractérise avec des... Je vais arriver. Et de façon statistique, pas déterministe, hein, mais de statistique. Et une des mesures, pour mesurer combien de turbulences on a, c'est ce qu'on appelle le SING. Un SING mauvais, du coup c'est pas bien, on perd en résolution angulaire, en détail fin, c'est tout flou, notre tâche. Et un bon SING, c'est un air bien stable, avec très peu de turbulences atmosphériques, où on voit vraiment très bien nos objets. Donc là, on a justement mis le SING ici. Donc c'est une mesure qui se fait en général en arc seconde parce que ça vous dit en fait la résolution angulaire que vous avez sur le ciel. Donc en fait, c'est un peu l'équivalent de la taille de votre télescope théorique, quoi. S'il n'y avait pas de turbulence atmosphérique, si vous le mettiez dans l'espace, qu'est-ce que ce serait comme taille de télescope? Bref, donc ça, vous avez justement cette fameuse de mesure. Donc plus vous allez vers le haut, pire c'est. Et en abscisse, vous avez le temps. Donc on a des mesures assez anciennes, hein, vu que c'était justement pendant les tests de site. Et vous voyez que ça monte tranquillement. Mais il y a deux choses qui se sont passées. Déjà, quand ils sont arrivés sur la montagne, elle était à peu près conique comme une montagne, puis ils l'ont rasée, ils en ont fait un plateau pour mettre les télescopes, puis ils ont mis un télescope, 2 télescopes, 3 télescopes. Et ça, forcément, localement, ça va changer les flux de masse d'air. Donc on ne sait pas, en fait, c'est pour ça qu'on a mis ces gros blocs de couleurs en fond, c'est parce que là, c'est quand les télescopes sont arrivés, donc on ne sait pas, en fait, si ce qu'on mesure, c'est pas juste une conséquence locale, en fait. Faut dire ce qu'il est, quoi, on ne veut pas voir tout ça. Ou alors, effectivement, il se trouve que comme le sol est plus chauffé, il y a plus de perte d'énergie, il y a plus de convection, il y a plus de turbulence, donc ça aurait un peu de sens instinctivement qu'il y a un changement. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Et donc, il y a une collègue, donc, quand j'ai regardé aussi au niveau du GIEC, eux, ils prévoyaient qu'il n'y avait pas vraiment de gros changements, que normalement, effectivement, on devrait avoir un signe assez stable. Et il y a une autre collègue qui a utilisé des modèles, elle a fait un super boulot à Zurich, et elle aussi a montré qu'effectivement, le signe, donc la qualité finalement de l'observation, ne devrait pas changer beaucoup sous l'effet du dérèglement climatique d'origine anthropique. Voilà. Mais c'est quand même marrant de voir cette courbe qui monte. Et on ne sait pas, on ne peut pas conclure vraiment aujourd'hui, quoi. Un autre truc super important, un autre aspect des températures, ouais, c'est pareil, c'est hyper logique. Hein, c'est les feux de forêt, les feux de brousse. Donc on sait depuis les années 60 que sous l'effet du dérèglement climatique et donc du réchauffement de l'atmosphère, ces feux de forêt et de brousse vont augmenter en fréquence, en intensité, mais aussi en durée. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut... Et donc, il y a plusieurs exemples, de plus en plus fréquents, d'observatoires. Donc, en l'occurrence, par exemple, le mont Stromlo, en Australie, a été vraiment détruit en 2003 à cause d'un feu de forêt. Alors, aussi en Australie, un peu plus tard, en 2010-11, je ne sais plus, il y a le site de Siding Spring Observatory qui a été détruit à un tiers, dont les petits endroits où les astronomes dormaient quand ils venaient rendre visite au télescope. Il y a un autre exemple, c'est le Mont Graham. Alors là, c'est là qu'il y a le Large Binocular Telescope. Donc c'est un télescope comme des jumelles. Donc il y a 2 télescopes de 8 mètres côte à côte pour avoir, pour faire de l'interférométrie. Donc c'est dans l'Arizona, aux États-Unis. Et celui-là, il a été menacé à plusieurs reprises. Donc en 1996, en 2004, en 2007 et en 2021. Et à chaque fois, des fois, ça passe vraiment très très près, quoi. J'ai d'autres photos où tu as les pompiers qui sont sur la plateforme, quoi. C'est assez incroyable. Plus récemment, par exemple, il y a le mont Whitson. Donc là, c'était pour vous montrer plus un observatoire historique qui est dans la banlieue de Los Angeles, qui aussi s'est fait qui était vraiment pas loin. Et il y en a plein d'autres, des exemples comme ça, et de plus en plus. Voilà. Donc ça, c'est un gros truc. Et une autre conséquence des méga-feux auxquels on ne pense pas, qui est quand même primaire à la destruction des observatoires, c'est les particules. Donc quand vous avez des méga-feux, donc là, c'est par exemple le méga-feu de Dixie, ce qu'on appelle le Dixie Fire. Ils ont tous des petits noms, hein, c'est comme les cyclones. Ouais. Merci. Il y a le panache de fumée ici, donc on voit celui de 2021. Ouais, c'est énorme, hein, là, l'échelle, c'est à peu près 100 km. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est la côte californienne ici. On est aux États-Unis. Je crois que l'Utah, c'est par là. L'Arizona, ça doit être par là. Je ne sais plus trop ma géographie états-unienne, mais voilà, ça, c'est la côte ouest.
Donc c'est assez énorme. Et si on regarde au même moment la concentration en particules, justement sur ces sites de météorologie, je vous ai dit, ils donnent la température, l'humidité, ils donnent aussi les particules depuis pas longtemps. Donc ce qu'on appelle les PM2.5, c'est des aérosols, donc des particules qui ont une taille de 2.5 microns. Alors pourquoi on s'intéresse particulièrement à celle-là? Parce qu'en fait, plus la taille est petite, plus ça va loin dans vos bronches. Et puis plus la biodiversité, il n'y a pas que nous, on va en souffrir, quoi. Plus ça va être vraiment inspiré par la biosphère, en fait. Et donc vous voyez qu'il y a une corrélation entre les deux. Il y a la concentration augmente parce que c'est essentiellement justement comment on appelle ça, la cendre, quoi, en fait, la fumée, quoi. Oups. Pardon. Ok. Et dans un des parcs nationaux de l'Utah, ils ont fait cette expérience. Pendant un épisode de méga-feu, ils ont regardé le fond de ciel avec un Sky Quality Meter, que vous connaissez peut-être si vous êtes astronome amateur. Et ils ont remarqué que le ciel était 23 fois plus brillant, lors d'un épisode de feu de forêt, parce que justement toute cette cendre va diffuser la pollution lumineuse et va rendre le ciel beaucoup plus brillant. Donc encore une fois, ceux qui étaient là hier pendant la conférence sur la pollution lumineuse, ça doit vous rappeler un peu ce qui a été dit. Et au même moment, la qualité de l'air s'est dégradée, en tout cas avec ces fameuses particules de 2,5 microns. Il y en avait 10 fois plus en concentration. Donc on voit qu'il y a une corrélation entre les deux. Donc ça, c'est des nouvelles études qui sont en cours. C'est des choses assez... qui sont faites, par exemple, celle-là, ça a été plus faite par les astronomes amateurs, en fait. C'est des réserves de ciel noires qui ont été faites aux États-Unis avec les parcs naturels. Un autre paramètre qui est super important en astronomie, je vous l'ai dit en introduction, c'est l'humidité, à cause de toutes ces histoires d'absorption, etc., qui est vraiment le gros gaz à effet de serre. Et souvent, on mesure, donc il y a plusieurs façons de mesurer l'humidité, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il y en a une qui est importante, c'est ce qu'on appelle precipitable water vapor, donc c'est sur une colonne d'eau, enfin vous regardez, vous regardez votre étoile, entre l'étoile et vous, combien vous avez finalement d'eau qui peut être sous forme liquide. Donc c'est hyper important, en particulier en radioastronomie et en astronomie submillimétrique, dans le domaine vraiment des grandes longueurs d'onde, parce qu'il y a beaucoup d'absorption, et ça, c'est vraiment le critère principal. En visible infrarouge, ce sera plutôt le SING, dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette turbulence atmosphérique, mais là, c'est vraiment important. Alors, le Chili, où j'ai fait cette étude, c'est l'endroit le plus sec au monde après l'Antarctique. Donc, c'est super dur de mesurer de l'humidité dans un endroit sec, en fait. C'est bête, mais ouais, c'est comme ça. Donc, on a ce qu'on appelle des LATPRO, des Low Humidity Atmospheric Temperature. Donc, c'est vraiment des machines qui utilisent des technologies laser pour mesurer vraiment dans des milieux spécifiquement secs l'humidité, le taux d'humidité. Et le taux d'humidité, il est assez faible. En moyenne, il est à ce qu'on appelle 2,4 mm donc je vous dis sur la colonne d'eau, sachant qu'un site, normal, c'est entre 3 et 5, quoi. Enfin, 5, c'est beaucoup quand même. Mais voilà. Et alors, on n'a que 5 ans de données, donc qu'est-ce qu'on dit sur 5 ans ? On dit rien. Parce qu'on avait dit quoi tout à l'heure ? On avait dit 30 ans minimum. Au moins 10 ans. Parce que là, 5 ans, il y a 5 points. Ça ne va pas être possible, quoi. Donc, on ne peut pas faire grand-chose, mais il y a d'autres observatoires qui ont des données vachement plus anciennes, et j'espère... en fait, c'était le but de cette étude, qui était une des premières. On s'est dit, on espère que ça va encourager les autres observatoires à récupérer leurs données et à les offrir aux climatologues aussi, et à regarder ce qu'il y a dedans. Donc, dans l'étude de ma collègue de Zurich dont je parlais, elle avait pris les projections et elle voyait qu'il y avait une augmentation mineure à cet endroit-là, mais c'est super compliqué parce que c'est un endroit très sec, il y a un relief qui est très particulier, il y a l'altiplano, il y a des interactions, c'est vraiment très proche de l'océan Pacifique, donc c'est pas facile quoi, de monter. Mais bon, voilà. L'histoire des courants G, c'est le fameux papillon avec son aile cassée que je vous ai montré tout à l'heure, en tout début de présentation. Donc ça, c'est un film de ce qu'on observe au télescope. Donc c'est une vraie image, on bosse avec ça, nous, avec mes collègues. Donc c'est le tout dernier instrument qui est installé au Very Large Telescope. Et typiquement, c'est ce genre de choses qu'on va observer au cours du temps. Et les méthodes de traitement d'image que je développe, ça va être sur ce genre de données. Donc c'est des données temporelles. On a une image entre quelques secondes et 1 minute. Vous voyez, ça varie énormément. C'est pas un truc qui reste figé. En fait, c'est pour ça que je voulais montrer ça. En noir, ici, je vous ai mis justement la direction mesurée du fameux jet stream, du courant G. Donc, on voit que c'est la même. Et ce qu'on a étudié, c'est qu'on a vu que ça affectait à peu près 30 à 40% de nos images au total. Donc, c'est pas négligeable. Ça veut dire que 30 à 40% du temps, on perd un facteur 10. Donc, plutôt que voir des planètes à 1 million de fois moins brillantes que l'étoile, on les voit à 100 000 fois moins brillantes que l'étoile. Donc, c'est dommage, en fait. Un facteur 10, c'est beaucoup. On perd beaucoup en qualité de données.
Donc il y a plusieurs solutions à ça. Par exemple, on peut dire, attendez, là il y a trop de jet stream, on ne va pas observer cette nuit-là, on observera plus tard. Il y a aussi des méthodes... en fait, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a des méthodes où on peut dire, OK, on va aller plus vite. Comme ça, on va rattraper le fait que le vent il aille vite. Il y a des méthodes de predictive control, donc des contrôles prédictifs. Mais alors ça, pour l'instant, il n'y a rien d'opérationnel. Mais l'idée, c'est de prévoir ce que le vent va faire pour essayer de, en avance, corriger ce qu'il va y avoir. Et puis peut-être trouver des méthodes de traitement d'image qui s'occupent de ça. Mais en fait, pour l'instant, ça ne marche pas très, très bien. Surtout pour les disques, quoi. Parce que si vous avez un disque là-dedans, bah, foutu. Dommage. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer ce que ça donne en image. Et donc ça c'est la même courbe que tout à l'heure avec le fameux un des indices qui existe pour dire si on est dans une période Niño en rouge en haut, une période La Niña en bas. Et on a essayé de regarder justement au niveau du jet stream, donc c'est à 200 millibars, hein, c'est 12 km d'altitude, la vitesse du vent. Et en fait, on n'a rien trouvé très très concluant. Hein. Mais en fait, c'est parce que là, on commençait à être vraiment pressé, on n'avait pas beaucoup de temps pour faire cette étude. C'est parce qu'en fait, quand on regarde le climat, il y a finalement des choses qui sont importantes. Rappelez-vous les feux. Il y a l'intensité qui est importante, donc le pic de vitesse, quoi. Il y a la durée, c'est-à-dire combien de temps ça va durer le pic de vitesse, par exemple, et la fréquence. Est-ce que ça va arriver très souvent, comme les vagues de chaleur, comme les canicules. Vous en avez de plus en plus souvent, elles sont de plus en plus longues et elles sont de plus en plus intenses. C'est ce genre de trucs qu'on cherche. Donc en fait, notre courbe là de faire la moyenne, c'est pas foufou. C'est pas vraiment ça qu'il fallait faire. Donc là, on veut reprendre ces travaux et faire un travail un peu plus fin en montrant un peu plus justement quelle est la fréquence, la durée, les pics. Pareil pour l'humidité. Parce que comme je vous ai dit, l'humidité, il y a plein de trucs saisonniers qui se passent. Des fois, il y a des courants humides qui viennent de l'Amazonie au nord. Et donc, on a des épisodes, des fois au télescope, qui est l'endroit le plus sec sur Terre après l'Antarctique. Hein. Des fois, on a des épisodes où il fait ultra humide, genre 70% d'humidité. C'est incroyable. Ça m'est arrivé la dernière fois que j'ai observé là-bas, c'était juste avant le Covid, genre 2 semaines avant. Juste avant mars 2020. Et ben on s'est retrouvés là-dedans. Pendant 3 jours, il a fait un temps mais humide. C'était, on pouvait rien faire. Alors l'humidité, je vous ai dit, c'est chiant parce que ça absorbe, il y a des machins. Mais il y a aussi un autre truc auquel je vous ai pas encore parlé, mais il y a les miroirs. L'eau, elle peut se condenser sur les miroirs. Et avec de la poussière et tout. Donc ça, déjà, c'est un problème, l'humidité. Mais aussi, on utilise je vous ai parlé tout à l'heure du miroir déformable, mais il y a plein d'autres technologies qu'on utilise qui sont à très haut voltage. Donc mettre du haut voltage dans une humidité à 70%, c'est pas une super bonne idée. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, il y a vraiment d'autres conséquences un peu pratico-pratiques si l'humidité augmente et sur ces périodes d'humidité. Donc on a dû éteindre notre instrument parce qu'on avait justement ce truc à haut voltage. Donc j'ai rien pu faire, j'ai même pas pu faire de calibration. À la base, j'étais venue, la nuit, ok, mais moi le jour, je voulais faire des calibrations pour voir un peu comment l'instrument et j'ai rien pu faire. Il était HS, quoi. J'étais un peu énervée. Puis après, il y a eu le Covid et bref. Je suis bien retournée depuis. Voilà, c'est la petite histoire. Donc c'était pour vous donner un peu des clés de comment penser à tout ça, comment garder ça en tête. Ok, donc les rapports du GIEC, eux, étudient les jet streams, mais alors surtout ceux de l'hémisphère nord, parce que c'est là qu'il y a tous les avions, il y a les États-Unis, l'Europe, le Canada, les pays riches, quoi, hein, on va se le dire clairement. En fait, en hémisphère sud, on a beaucoup moins de données. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'océans, mais aussi la plupart des pays, en fait, sont des pays assez pauvres, donc ils ont moins d'aéroports, moins de stations météo, etc. Donc ils ont moins aussi de ressources à mettre dans la recherche en météorologie. C'est une vraie histoire, donc on a vraiment moins de données. Maintenant, on a les données satellites qui englobent un peu tout. Mais du coup, c'est moins étudié et c'est super compliqué parce qu'il y a plein de boucles de rétroaction, ça part dans tous les sens. Mais un des résultats, on pense que l'instabilité du jet stream va augmenter et que le jet stream va se décaler vers les pôles. Donc plutôt qu'être à 30 et 60 degrés, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça va vraiment se décaler plus vers les pôles, par exemple. Voilà. Donc il y a d'autres choses à faire. Hein. Donc je vous ai dit raffiner un peu ces histoires d'humidité parce que bon, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais l'observatoire de Paranal est ici. Là, il y a l'océan Pacifique et il y a plein de montagnes, hein, comme vous le voyez. C'est un climat particulier. Donc il y a des climatologues qui travaillent vraiment spécifiquement sur comment l'humidité va évoluer dans des climats arides comme celui-ci. Il y a aussi toute l'histoire des lasers. Donc, on sait que c'est l'humain qui a induit le dérèglement climatique qu'on observe aujourd'hui. Pour plein de raisons, on étudie plein de trucs. Et un des trucs qui nous met la puce à l'oreille, c'est que si c'est l'humain, la troposphère, elle va se dilater, elle va augmenter sous l'effet de l'augmentation des gaz à effet de serre sur la température, mais la stratosphère, elle va diminuer. Et la couche entre les deux, la stratopause, mais en fait, on peut regarder sa hauteur.
Et donc, si on monitore, on étudie, on analyse la hauteur et que ça qui change, en fait, ça donne un indice. Et donc, il y a des papiers de climatologues qui regardent cette couche-là. Puis, il se trouve que les lasers que nous, on utilise en astronomie, elles tapent aussi dans ces couches-là. Donc, en fait, si on étudiait aussi la hauteur, les machins, des paramètres un peu rigolos, on pourrait aussi trouver des traces du dérèglement climatique. C'est vraiment, voilà, un truc à faire. C'est ma to-do list. Et aussi les particules et aérosols. Je vous ai mis une image, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une mine de cuivre. Il se trouve que Paranal, l'observatoire de Paranal, est entouré de mines de cuivre. Ça envoie plein d'aérosols, donc de petites particules fines dont on parlait tout à l'heure, et puis en plus de la pollution lumineuse, parce qu'elle marche 24 heures sur 24. Et on les voit. Quand on est à Paranal, on voit des halos de lumière. OK. Donc on parlait de pollution lumineuse, on parlait de pollution lumineuse, les nouvelles pollutions lumineuses, et par exemple de la constellation de satellites Starlink. Mais il y a aussi des choses dont je ne vous ai pas parlé. Un observatoire, ce n'est pas juste du climat, ce n'est pas juste une météo stable, clémente, etc. C'est aussi un accès à l'énergie, des ressources énergétiques pour le faire fonctionner. Parce qu'il y a plein d'ordi, machin, il y a aussi la ventilation. Il faut aussi des ressources, par exemple ici, en eau. Donc c'est les 20 000 litres d'eau fraîche qui sont envoyés journalièrement à l'observatoire pour nourrir les astronomes et puis tous les gens, les opérateurs qui travaillent autour des astronomes, les ingénieurs, même personnel de ménage, enfin tout le monde, quoi. Il y a du monde là-bas, ça grouille de vie. Faut aussi une certaine stabilité sociale. Pendant les protestes qu'il y a eu au Chili juste avant le Covid, vous vous souvenez peut-être de ces histoires, ça passait beaucoup à la radio, on ne pouvait plus aller au télescope. Et à un moment, il y a eu aussi des manifestations où ils ont coupé les fibres, des manifestations étudiantes, ils ont coupé les fibres, donc on ne pouvait plus envoyer, recevoir les données, par exemple d'Allemagne ou de France, on ne pouvait plus communiquer. Donc c'est super important en fait. Et aussi, ce qu'on appelle la commensalité, c'est comment vivre avec les animaux autour de nous. Donc, en fait, dans le désert, il y a très peu de vie, mais il y en a quand même. En amenant de la bouffe, on a amené des rats. On a amené de la mort aux rats pour buter les rats qu'on a ramenés. Et en fait, le renard, il a bouffé la mort aux rats. Voilà. Et on a aussi eu des fuites d'eau, et ça a fait une petite mare. Et dans cette petite mare, il y a des petites plantes qui poussent. Ouais, en fait, on a colonisé le truc, quoi. On est arrivé, et puis on a dit, ah, on est là, et puis on a tout changé. Le biotope, localement, hein, mais quand même. C'est juste pour réfléchir à tout ça, quoi. Donc l'astronomie, donc ça fait partie de l'écosystème, voilà. Et en fait, donc nous, en tant qu'astronomes, pour finir là-dessus, on est témoins du problème. On fait partie du problème, parce qu'en faisant des gigatélescopes, nous aussi, on en voit beaucoup de... Et on subit le problème. Donc voilà, je voulais juste finir avec la responsabilité des astrophysiciens pour être porte-parole de tout ça, parce que les climatologues, ils disent en fait que c'est très difficile d'en parler parce que c'est leur sujet de recherche, et ils sont hyper contents que les astrophysiciens prennent la parole et ils disent bah non, en fait, il n'y a pas de planète B. La physique derrière est la même. Voilà, et puis regardez ce qu'on fait nous, et puis essayer de toute façon, on va se la prendre, la crise, donc pourquoi pas dès maintenant essayer de voir comment faire évoluer nos métiers, au niveau par exemple de la compétition, au niveau de la façon dont on fait aujourd'hui nos observations, on développe nos télescopes, nos instruments, pour déjà maintenant, être sûr que le choc sera le moins difficile possible. Voilà, donc il y a plein de collectifs qui ont été mis en place. Si vous voulez en parler avec moi, je serai avec grand plaisir. Mais voilà, il y a Astronomers sur Planet Earth, Scientists for Future, Labo 1.5 en France et Scientist Rebellion. C'est vraiment des organisations de scientifiques de tout poil, et ici que des astronomes qui se sont mis ensemble pour essayer de travailler là-dessus. Et ils font ça sérieusement. Donc pour vraiment conclure, promis, je veux juste vous montrer cette image. Cette image, c'est le télescope SETI, Search for Extraterrestrial Life Intelligence. Donc bref, c'est ceux qui cherchent pour des extraterrestres, enfin des intelligences entre guillemets. S'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est l'intelligence, je suis tout oui. Qui va aller chercher donc des signes d'extraterrestres intelligence. Et vous voyez ici justement ce méga feu qui est dû à un feu de forêt. Et donc en fait c'est bizarre. On est là, on est à ça de trouver des mondes habitables. On parlait hier avec une autre conférence de planètes potentiellement habitables. Et puis on est en train de détruire notre propre habitabilité. Enfin, c'est quand même très paradoxal, quoi, tout ce qui se passe. On a des télescopes incroyables qui nous donnent des images de fous, comme le JWST, là, le James Webb. Et puis nous, dans nos villes, on ne voit plus les étoiles. Il y a plein de petits paradoxes comme ça qui sont assez criants. Et du coup, voilà, je finis ma galerie avec une vue de 400 km de la Terre, une des premières vues d'Apollo 17 en 1972. Elle est belle, hein, quand même. Puis une vue de système Terre-Lune. Et enfin, le petit point, là, c'est nous. C'est notre vaisseau. Et là, sur ce petit point, vous avez absolument tout ce que vous connaissez. La biosphère, les arts, les sciences, la politique, l'amour, tout ça, machin. Tout ça, c'est sur ce petit bout. Donc, on y va mollo, quoi. Merci à tous.